Bonjour, je range mon bureau, nouvel épisode, et on a beau ne pas avoir attendu un mois avant d'en tourner un nouvel épisode, les livres se sont accumulés, notamment parce qu'il y en a quelques-uns qui m'ont été rendus, ou que j'ai repris, que j'ai refeuilleté, mais que je n'ai pas lu au sens strict, je vous rassure. Néanmoins, il y en a quand même un certain nombre. Et alors, notamment, sur le haut de la pile, il y a ce livre par lequel je vais commencer. Pourquoi? Parce que j'ai repoussé la présentation de ce livre lors des 2 précédents épisodes de Je range mon bureau, et donc ça ne peut plus durer. Je vais donc commencer par vous parler de Monique Roffey, Archipelago. Et Monique Roffey, c'est une écrivaine trinidadienne, une écrivaine de Trinité et Tobago. Elle a écrit plusieurs romans, et je pense aussi des nouvelles. Je ne connais que ce livre d'elle, et je ne sais même plus bien comment j'ai eu connaissance de ce livre, que j'ai acheté d'occasion. C'est un livre d'ailleurs qui est un désherbé d'une bibliothèque municipale galloise, en fait, de la bibliothèque municipale de Cardiff, très précisément. Et c'est un livre de 2012, c'est un roman de 2012, qui raconte le voyage d'un père et de sa fille. Sa fille qui, alors je ne sais plus si elle est autiste, Asperger, enfin je dois avouer que j'ai déjà oublié, ça fait presque 2 mois que j'ai lu le livre. Sa fille qui s'appelle Océan, d'ailleurs, avec un E accent aigu, ce qui évidemment en anglais est particulièrement étrange. Alors ça c'est le côté le moins réussi du livre, c'est-à-dire l'identification du personnage de la fille à la topique, on va dire ça comme ça, la topique océanienne, la topique archipélagique. Mais je vais y revenir, je n'ai même pas raconté encore l'histoire. Donc ce père et sa fille s'embarquent sur le bateau que possède le père, qui est un petit bateau à moteur et à voile, qui s'appelle le Romani, et dont le trajet d'ailleurs est marqué ici. Hein, il y a une carte, alors qui évidemment est bousillée un peu dans mon exemplaire par le ticket de bibliothèque, mais voilà, donc on le voit avec les différentes îles, les différents archipels. Donc il s'embarque sur ce bateau avec sa fille et avec leur chien. Ils vont affronter d'ailleurs des moments de très forte intempérie, donc c'est un livre qui répond à un certain nombre de, presque j'allais dire, d'invariants du livre de voyage, et notamment du livre de voyage maritime, hein, les périls, les difficultés, les amérissages, non, qu'est-ce que je dis, je sais pas quoi, en urgence, voilà, donc il y a tout ce côté-là qui est présent, et alors ils partent parce que la mer est dans le coma depuis de nombreux mois, et surtout leur maison a été détruite 1 an plus tôt par une catastrophe climatique. Et alors c'est ça qui moi m'avait intéressé dans le livre, j'en avais sans doute entendu parler à cause de cela, c'est la dimension éco-critique. C'est-à-dire que c'est un livre qui se situe dans un présent ou dans un futur proche, on ne sait pas très bien, et qui prend en compte les menaces de plus en plus importantes qui pèsent sur un très grand nombre d'îles, d'archipels, etc., en raison, bien entendu, des modifications du climat, c'est-à-dire que les typhons, les tornades, etc., menacent beaucoup plus, on le sait, les îles que les parties continentales, on va dire les îles plus grandes, et également le fait que la montée du niveau des océans pose bien sûr la question de la submersion, partielle ou totale, d'un certain nombre d'îles. Donc ça, c'est un petit peu, je pense, le point de départ, on va dire presque théorique, idéologique, historique même presque, dans lequel Monique Roffey inscrit son livre. Ça s'appelle Archipelago parce que, effectivement, la structure même du roman consiste à suivre ce voyage qui va d'île en île, mais qui part de l'archipel de Trinité et Tobago pour aller dans d'autres archipels, dans les îles, alors dans les îles Las Roques, je ne sais pas comment on dit, mais aussi à travers toute la Caraïbe jusqu'aux îles Galapagos. Donc il y a évidemment une sorte de cabotage presque entre les différentes îles, et c'est la structure du livre lui-même. Alors c'est un roman qui fait à peu près 300 pages, qui est assez bien écrit. Moi j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des passages qui sont vraiment très très beaux. Ça correspond à une écriture, on va dire, contemporaine, relativement classique, à savoir des changements de point de vue, des changements de registre, une alternance de description psychologique et de description de paysages qui parfois se répondent, à savoir qu'il y a un côté un petit peu correspondance baudelairienne dans un certain nombre de paysages intérieurs ou de paysages sentimentaux, mais ça n'en est
pour le coup pas moins beau, loin de là. Et donc j'ai trouvé que c'était un livre qui était très réussi aussi dans sa dimension éco-critique, à savoir qu'il n'est pas assertif ou il n'est pas programmatique, il n'affirme pas, le Monica Roffey est suffisamment intelligente pour ne pas à chaque fois relier ça à tel ou tel problème biologique, climatique, météorologique. Et donc les liens sont là de manière relativement claire néanmoins, mais ils sont là pour que le lecteur les fasse quand même. Donc ça c'est ça qui est pas mal aussi. Et l'écriture du coup, comme la structure du livre, en suivant cette structure en archipel, invite à avoir une lecture elle-même un petit peu archipélique, c'est-à-dire une écriture qui relie, une écriture peut-être rhizomatique au sens de Deleuze et de Glissant, une écriture qui déplie et qui replie, et non pas une écriture qui suit comme un bloc idéologique. Et ça aussi, j'ai trouvé que c'était pas mal du tout. Pour vous donner une idée de l'écriture, je vais vous lire un extrait. J'ai corné un certain nombre de pages. Ouais. J'en profite pour regarder. J'ai pas du tout préparé comme d'habitude ces vidéos, donc j'en profite un petit peu. Allez, on va lire celui-là. C'est vers le début en fait. Page 71. Night Watch. Handfuls of Patsy's chana for dinner. Mugs of black coffee to keep awake. This time his eyelids are heavy and the immense sea lies around him, so soft. How nice it would be to fall asleep into it, into the calm loving arms of the sea, now so hushed. Jump, she whispers. You'll find yourself. Jump and meet yourself. Come lie in my bed. How he loved the sea as a younger man. The sea was his first mistress, his first woman. She kept him from marrying a long time. He would rather have the sea, this canny boat, than human love, the love of a real woman. The sea loved him, kept him for herself. The sea offered him her adventures and her surprises. His body is covered with small scars, wounds from his love affair with the sea, where a man-o'-war lashed its tentacles around his legs, where a kingfish rib bone pierced his hand, where fire coral burnt his chest, where a tarpon almost took his finger off. Et donc ça c'est bien sûr presque la situation initiale du jeune homme qui a eu une première, on va dire, vie avec la mer. Et il y a évidemment toute la vie reconstruite, la vie conjugale, la vie de parents qui se clôt sur cette difficile reconstruction de l'unité familiale avec la mère qui va finir par se réveiller de son coma, désolé je vous spoil la fin, et la fille bien sûr, et je vais vous lire un extrait de la fin, page 329. Days pass, they stay on the boat, row to shore, potter about. They don't go anywhere to begin with. It is early March and the days are long and intensely hot, and yet slowly he can feel it happening, a dawning, descending sense of enchantment. Here things are different. It is peaceful in the small harbour. It is quiet and the land is flat and the sky is translucent. Huge sea turtles paddle past, nonchalant, on their way to another spot. Seals duck and dive about their boat. In the water everywhere there are iguanas, black fancy-crested marine iguanas, dragons, monsters snaking about in the sea. By very dint of being alive, aware, by the fact that they have continued on, living, breathing, that the sun keeps arriving every morning, they begin to harmonize with the earth, reconcile with their loss. Losing Susie was losing part of themselves, their experience of being together. Her physical presence is missing. It is mysterious for Ocean. For him too, something impossible to understand, and it is as though the world is folding them into its mixture. Understanding is not the point. It takes Romani for a sail east towards a small cove, La Isla de Lobos. The cove is shallow, surrounded by black volcanic rocks, home to another colony of seals. He hankers and doesn't throw down the ramp. It is their first swim without Susie. They are very far away from Trinidad. And yet he must face Ocean. Be a man, a father for her still. Show her that he won't die on her. Come on, sweetie, he says. Let's go for a swim, shall we? He spits in their masks to clean them. They climb down the stern ladder into the sea.
ça continue bien sûr, c'est moi qui coupe. Monica Roffey, Archipelago, pas traduit en français, c'est bien dommage, c'est un beau livre de cette écrivaine, donc trinidadienne, tiens, il y a même sa photo, voilà, elle est là. Ok, alors c'est, j'allais dire amusant, non c'est pas amusant, mais il y a une sorte presque d'ironie ou de concomitance à ce que je parle de ce livre de Monica Roffey sur les archipels, sur l'écriture éco-critique, sur l'écriture rhizomatique qui se trouve derrière, sur une sorte de relecture du monde finalement qui se trouve narrativisée dans ce livre de Monica Roffey, parce que nous sommes le 3 juin et avant-hier on a appris la mort de Michel Serres. Alors il y a beaucoup de gens qui sur les réseaux sociaux ont célébré Michel Serres, qui ont partagé peut-être des émissions de radio, des choses comme ça de Michel Serres. Moi je me suis un peu replongé dans les livres de lui que je connais, que j'ai. Il y en a certains que je n'ai pas parce que je les ai lus en bibliothèque, mais j'ai quand même un certain nombre de livres de Michel Serres ici. Et notamment je me suis replongé hier où j'avais pas grand chose à faire, ou plus exactement j'aurais eu plein de choses à faire, mais j'ai décidé de ne rien faire de temps en temps. Donc j'ai beaucoup lu et je me suis replongé dans Atlas de Michel Serres. Et je suis en train de le lire, donc je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que je n'ai pas fini de le relire, mais je trouvais enfin un peu la concomitance assez oui, amusante, on va dire ça comme ça, en dépit du contexte un peu tragique, de la mort, enfin triste, on va dire, de la mort de Michel Serres, parce que finalement, un des modèles en fait postulés par Michel Serres dans Atlas, c'est cette remodélisation du monde suivant des lignes qui sont des lignes multiples en fait. Donc il y a finalement une concomitance entre les deux écritures. Je n'en dis pas plus, j'aurai sans doute l'occasion de reparler d'Atlas de Michel Serres dans la prochaine vidéo, puisqu'il ira sur la pile des livres à ranger. Alors sur la pile des livres à ranger, je vais essayer d'aller un peu plus vite, il y a quoi? Il y a, tiens, Le Monde est rond de Gertrude Stein que j'avais offert à mon épouse, c'est la traduction française de The World is Round, traduction par Martin Richer aux éditions Cambourakis, et j'ai consacré une vidéo du projet Je la lis Gertrude Stein à lire un extrait en anglais et en français de The World is Round, donc je vous renvoie au projet Gertrude Stein, je n'en parle pas aujourd'hui, mais je vous signale l'existence de ce livre. Il y a Pigeon vol d'Ed Pastenag. Alors Pigeon vol d'Ed Pastenag, c'était un livre que j'ai lu il y a 5 ou 6 ans. La raison pour laquelle il se retrouve sur ma pile, c'est que je suis allé le redénicher sur mes étagères, parce que Pierre Barrault, décidément, on n'en finit pas de Pierre Barrault, lit ces temps-ci un livre de Dumitru Tchepeneag, roman de gare, mais Dumitru Tchepeneag et Ed Pastenag, c'est le même écrivain. Et je crois que Dumitru Tchepeneag, donc cet écrivain roumain qui s'est mis à écrire en français directement au cours des années 80 et qui appartient donc à la très longue liste finalement des écrivains roumains d'expression française. On pense toujours à Ionesco, mais il y a Panaïtis Strati aussi, entre autres. Sioran, voilà, donc on peut y penser aussi. Je ne sais plus ce que j'allais dire, oui, voilà, donc comme il lisait Dumitru Tchepeneag, un livre de Dumitru Tchepeneag, on a échangé sur Facebook avec Pierre Barrault, et donc j'ai reparlé un petit peu de ce pigeon vol, et je l'ai ressorti de mes étagères, et tant qu'à l'avoir ressorti de mes étagères, je vais vous en lire un extrait. Lorsqu'elle en vint à ce point de l'histoire, Héloïse se déchaîna, sa bouche déversa un torrent d'injures carrément racistes et que j'évite de reproduire à cause d'Edmond. Il lira certainement ce passage. Quoique, à la réflexion, ça pourrait lui permettre de comprendre enfin la source de l'antipathie que lui portait Héloïse. Ne pas l'attribuer à autre chose. Son tort à elle, c'est évidemment de généraliser trop vite, de ne pas retourner la question pour envisager les deux faces. Il semble qu'il en soit ainsi, mais je dois voir si je ne me trompe pas. Sic et non. Lancé à la cantonade, Monsieur de Villeneuve. Elle ne quitta donc pas la perfide Albion et passa seulement avec armes et bagages, l'argenterie de la maison dans ses valises, chez le Dr Bacon, qui avait pour elle un faible visible pour tout le monde, sauf pour Feu Egg. Celui-ci se sentait honoré par les visites assidues du médecin et ne se doutait de rien. Je ne veux pas insinuer qu'avant l'accident, Héloïse balançait, enfin partageait ses faveurs entre Egg et Bacon, car elle me l'aurait dit, elle-même, comme elle me raconta sans fausse pudeur son aventure avec Abel, l'assistant de Dr Bacon. Abel fut son grand amour, mais cela finit mal. Voilà, et je vous laisse découvrir la suite éventuellement. C'est à la page 97. Pigeon vol de Ed Pastenag, nom de plume de Dumitru Tchepeneag, publié chez POL, et vous voyez que c'est les premiers livres POL, donc 1989.
Le livre d'une amie Facebook que je n'ai toujours pas rencontrée in real life, IRL, comme on ne dit plus jamais, mais voilà, que je n'ai toujours pas vraiment rencontré, c'est le livre de Françoise Guichard, le catalogue de l'exposition que Françoise Guichard a réalisé il y a quelques mois, 54 véritables cartes postales adressées à Georges Perec, et je crois que dans l'exposition, il y en avait plus de 54. Mais là, il s'agit d'une sélection, en fait, hein, de cartes postales, ou plus exactement, il y en avait 54, il n'y en a que 36 dans le catalogue, je ne sais plus très bien. Voilà, c'est publié aux éditions Caractère, rue de l'Arbalète, à Paris. Et c'est là qu'a eu lieu, d'ailleurs, l'exposition. Je n'ai pas pu y aller, c'était bien dommage. Et il y a donc un certain nombre de reproductions. Le principe est relativement simple, elle a repris des textes des cartes postales de Georges Perec, elle les a fait réécrire, retranscrire, et elle a réalisé des collages pour reconstituer en quelque sorte les cartes postales de départ. Donc il y a une préface de Jacques Jouet, no less, et il y a une postface de Camille Bloomfield, spécialiste de Perec et de Loulipo, qui reparle des 243 cartes postales de Georges Perec et qui donc resitue le travail de Françoise Guichard dans la filiation, bien sûr, assumée, directement assumée, et de l'hommage à Perec. Et donc voilà quelques exemples. Voilà. Alors attendez, comment je peux présenter ça? Donc de ces fameuses cartes postales. Alors je ne sais pas si elles ont toutes trouvé preneur, parce que les cartes postales étaient à vendre. Voilà, celui-là. On revient les Ardennes, il a fait très beau, c'était parfait. Et donc avec le collage, on a fait beaucoup de cheval. Et le collage qui correspond, donc à chaque fois des collages qui recommandent directement ou indirectement le texte de la carte postale elle-même. Celui-là, un petit mot d'Arsène Ré, c'est très beau, on va à la plage, j'ai joué au tennis, bon baiser, et donc avec le collage correspondant. Donc ça, voilà, j'étais très heureux de récupérer ce livre. C'était ma sœur Delphine qui l'avait récupéré pour moi parce qu'elle a pu aller à l'exposition. Et donc voilà, avec la dédicace de Françoise et le tampon, parce que toutes les cartes postales sont tamponnées. J'aurais pu le montrer, voilà, ça c'est un exemple de carte postale, de verso de la carte postale. Hein. Donc il y a à chaque fois le recto et le verso qui sont reproduits à chaque page du catalogue. Et donc le titre avec le faux tampon, là aussi, Françoise Guichard, édition Caractère. Voilà, donc si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller voir un petit peu ce que ça donne, de vous renseigner ou de guetter la prochaine exposition de Françoise Guichard, mais c'est vraiment très très chouette, les collages de Françoise, c'est vraiment très très bien. Je poursuis, avec les livres qui vont être vite lus, parce que vite chroniqués parce que je ne les ai pas lus. Le journal d'Hélène Baird, c'est mon épouse qui vient de lire ça, et je n'ai pas le temps actuellement de le lire, mais j'ai parlé pas mal dans des numéros récents, dans des épisodes récents, des textes de témoignages liés à la Seconde Guerre mondiale et liés soit à l'expérience concentrationnaire, soit à d'autres formes d'expériences liées à la résistance et liées à la lutte contre le nazisme. Donc là voilà, le journal d'Hélène Baird, c'est un livre que je n'ai pas encore lu. Ça viendra pour l'instant, je n'ai pas le temps. Et l'autoportrait d'Édouard Levé, là aussi, moi je l'avais parcouru il y a quelques années, et là c'est mon épouse qui vient de le lire, elle vient de le lire parce que sur Twitter il y a toute une série de projets, d'écriture, avec un hashtag qui est le à main levée avec levé et comme Édouard Levé, et donc qui propose aux internautes d'écrire des textes qui fonctionnent comme tel ou tel passage de telle ou telle page de l'autoportrait d'Édouard Levé, dont je vais vous lire une page afin que celles et ceux qui ne savent pas comment est constituée la juxtaposition textuelle de l'autoportrait d'Édouard Levé comprennent à peu près comment ça marche. Enfant, j'avais peur des rapts. La purée me frustre parce qu'elle n'est pas croquante. J'ignore la prudence. Les sensations intenses me lassent plus vite que les sensations légères. La vie des célébrités m'intéresse moins que celle des inconnus.
Je ne crois pas avoir été envoûté. Quand je conduis sur l'autoroute, je regarde trop les rainures. Je recueille, plus que je ne cueille. Je n'ai pas souffert à la QT réaction. Je me méfie des bancs. Je ne me débarbouille pas, je me lave. Je ne dis pas auto, mais voiture. Je n'ai pas besoin de faire reconnaître une relation sentimentale par des tiers. Je n'imagine pas mon mariage. Je préfère le chien au chat. Je n'ai pas de domestique. Je ne dis pas c'est exquis. Je n'aime pas que l'on me rende visite à l'improviste. Le matin, je fais 60 pompes et 100 battements de jambes. Je mange les pulpes du raisin, je recrache certains grains. Le coton à la surface de la pêche crisse contre mes dents. Je ne compte pas le nombre de cerises que je mange. Ça, c'est un extrait de la page 84. Et si vous voulez en savoir plus sur Édouard Levé, je vous conseille aussi d'aller voir les vidéos de François Bon à son sujet. On poursuit avec 2 livres que j'ai lus rapidement, après les avoir achetés d'occasion, un petit peu par hasard, la semaine dernière. La fameuse collection des éditions Pauvert, je ne sais jamais comment s'appelle cette collection, je me demande si elle ne s'appelle pas Critique tout simplement. C'était ces couvertures très reconnaissables. Moi j'ai les philosophes à vendre de Lucien notamment dans cette collection là. Liberté, voilà, c'est la collection Liberté au pluriel. Et donc voilà, donc ces livres très reconnaissables. Et donc ici, Néocritique et Paléocritique ou Contre Picard de Jean-Paul Weber, donc une réaction au fameux livre. Alors le livre de Picard lui-même est très connu, le livre de Raymond Picard, Nouvelle Critique ou Nouvelle Imposture, paru d'ailleurs aussi chez Pauvert, est très connu. On sait qu'il y a eu un certain nombre de réponses à la critique de Picard et à la critique du structuralisme et à la critique de la soi-disant nouvelle critique par Picard, et notamment des textes très forts de Ricardou, de Barthes, mais aussi de Butor. Et ce texte-là, je ne le connaissais pas et je dois vous avouer que je ne connaissais même pas du tout Jean-Paul Weber. Alors Jean-Paul Weber, visiblement, c'est quelqu'un qui faisait partie des personnes attaquées par Picard dans son livre et qui donc a profité de cette occasion pour revenir sur une forme, un mode de lecture analytique qu'il a inventé, qui était l'analyse thématique et même l'analyse monothématique. Alors le livre est assez intéressant parce que du coup il permet de manière totalement indirecte, et je n'ai pas le temps de m'y plonger actuellement, mais ça vaudrait le coup certainement, il permet de se faire une idée de ce qu'est ou de ce qu'était la méthode analytique de Jean-Paul Weber, à savoir cette critique ou cette analyse thématique ou monothématique. L'idée est en fait de prendre un thème, de trouver un thème qui est vécu comme une sorte de thème structurant, et ça va très au-delà apparemment du mythe personnel ou des métaphores obsédantes de Charles Mauron. Pour Jean-Paul Weber, en fait, à partir du moment où il a décelé chez Vigny, par exemple, dont il parle beaucoup dans ce livre-là, chez Vigny ou chez Edgar Poe, un motif, une image, une métaphore qui est structurante, il va finir par déployer l'ensemble de l'œuvre à partir de cette métaphore-là. Et justement, il se défend de plaquer, de forcer le texte, puisqu'il essaie de démontrer, au contraire, que l'on peut, du coup, tout relier à cette image principale et centrale. Bon, alors, indépendamment de la découverte de ce grille de lecture, de cette analyse que je ne connaissais pas, qui est intéressante du point de vue de l'histoire des idées, du point de vue de l'histoire littéraire, et bien entendu de ce moment très particulier de bouillonnement intellectuel et de lutte très forte en termes de perception de ce que devait être un texte littéraire, de ce que devait être l'analyse d'un texte littéraire. Au-delà de ça, le livre est intéressant par son aspect purement polémique, et aussi par le fait que on devine, au détour d'une allusion pas si subtile que cela, que Jean-Paul Weber a lui-même écrit des livres, des romans en fait, et c'est assez amusant la manière dont il le signale. Je vais vous en lire un extrait. Alors, un extrait de la page 128 dans laquelle il justifie sa méthode. En ce sens, une philosophie de la présence d'un thème, de la présence thématique, de la présence, pour être bref, est une philosophie moins riche sans doute que d'autres, moins subtile, moins complexe, mais plus vraie, et sans doute la seule vraie, du moins quant à son point de départ. Toute métaphysique future devra débuter par cette constatation critique qu'un seul système, qu'une seule philosophie est inaccessible à l'erreur du thème originel, du péché originel de tout système antérieur. Savoir, le système qui part de la présence d'un thème et non de la présence du thème, la philosophie qui part de la présence ontologique et non de l'absence épistémologique, cernée par de subtiles et industrieuses modulations du système,
et c'est dans cette direction que nous voudrions progresser désormais vers la pure, concise et avare présence, et dont l'unique clarté éclaire les systèmes et les mondes. Alors c'est assez curieux la manière dont il semble partir, je ne sais pas ce qu'il a fait ensuite dans sa carrière, mais il semble partir en fait de l'analyse thématique et monothématique au plan strictement littéraire, vers une appropriation plus générale, plus systématique et plus philosophique de cette question-là. Puis je vais vous lire, parce que je n'y résiste pas, le passage dans lequel il réussit à faire un peu la pub pour ses propres romans, ce qui est un peu amusant quand même. Le détour par la personne et par les sources de la personne ne ravale nullement l'œuvre littéraire à un système de signes, ni ne pulvérise le poème. Nous-mêmes, au singulier, c'est le nous de majesté, nous-mêmes, nous aimons la littérature autant que M. Picard. Cet amour de la chose littéraire est allé jusqu'à nous faire publier chez Gallimard 2 romans qui ont été accueillis avec faveur par la critique, nous ayant valu une place dans une liste des 10 meilleurs romans de l'année et plusieurs voix au prix Combat. Point d'exclamation. Nous goûtons profondément les jeux sérieux et les au-delà métaphysiques des grands écrivains, et nous ne nous interdisons pas la lecture de Robbe-Grillet, si parmi les auteurs du passé, Racine et Stendhal ont nos préférences. Je trouve absolument, infantile, je ne sais pas comment le dire, bête un petit peu, la manière dont il dit « Oh, moi j'ai écrit des romans, et puis oh là là, il y a même des gens qui ont voté pour ça au prix Combat. » Je veux dire, on lit ça 50 ans après, c'est à hurler de rire. Parce que d'abord, Jean-Paul Weber, j'ai beaucoup de respect a priori, et même a posteriori pour lui, enfin, il n'a pas particulièrement marqué l'histoire littéraire, me semble-t-il. Et c'est sans doute à tort d'ailleurs, ça se trouve, je découvrirai ses romans, je trouverai que c'est un des oublis les plus injustes de l'histoire littéraire. Mais ce qui est assez amusant en lisant ça 50 ans après, c'est de se dire, voilà, dans un essai de polémique et de critique dans lequel il défend son travail de critique, il en profite pour glisser un petit mot en disant « Oh, j'ai écrit des romans, et il y a même quelques jurés du prix Combat qui ont voté pour mon livre ». C'est complètement absurde, le prix Combat, je ne sais même pas ce que c'est. Et puis voilà, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il n'a pas eu le prix Combat quand même. Voilà, donc j'ai eu des voix au prix Combat, ça veut dire que j'ai pas eu le prix Combat. Bon, voilà, qui ont été accueillis avec faveur par la critique. Tous les écrivains peuvent dire que leur livre a été accueilli avec faveur par la critique. Hein. De nos jours, il y aura toujours des blogueurs, il y aura toujours tel ou tel journal qui aura recensé favorablement le livre. Donc en soi, ça ne veut pas dire grand-chose non plus. Bon. Bref, ça m'a amusé, quoi. C'est un moment d'histoire littéraire, on va dire ça comme ça. Néocritique et paléocritique de Jean-Paul Weber. J'en ai trop parlé, je crois. La maison du joueur de flûte d'Alexandre Vialat. Et je dois avouer que Vialat, à part quelques chroniques, et à part comme traducteur, je ne le connaissais pas. Ça fait des années et des années que j'en entends parler, qu'on me dit qu'en fait c'est très bien et que c'est méconnu et qu'il faut en fait se plonger dans l'œuvre d'écrivain d'Alexandre Vialat. Eh bien c'était l'occasion, 3 € dans une boîte chez un bouquiniste. Et donc cette maison du joueur de flûte dans la collection Biblio du livre de poche. Et effectivement, c'est très bien. Je ne raconterai pas l'histoire parce que c'est un peu compliqué à raconter. C'est une sorte de fantasmagorie qui est entre le retour au pays natal et une sorte de fantasmagorie un peu à la Poe, à la Kafka, dans laquelle une maison finit par être habitée ou par faire ressusciter les différentes figures qui ont existé. C'est un petit peu compliqué à résumer, mais c'est vraiment pas mal du tout, et c'est surtout très bien écrit. Donc c'était effectivement une découverte importante, et je vais citer un extrait pour donner une idée justement de l'écriture. Je ne l'ai pas vu plus que les autres. Il faut un grand hasard pour qu'on en rencontre un. Il s'agit d'un page, il s'agit d'un spectre en fait, on va dire ça comme ça. Les enfants sont sûrement revenus de Paluel, mais ils se cachent. Je ne vois jamais personne que derrière les vitres. Je ne l'ai pas trouvé dans le grenier, il faut chasser ce monde fugitif comme le lièvre ou la bécasse. Je vais me tapir dans les ronces pour le guetter sous le vieux mur. Un soir, comme tout était sombre, je l'ai vu qui passait par le vieux soupirail, la tête d'abord, puis les épaules, puis aplati contre le sol. Puis il s'est relevé lentement, il a secoué la terre de sa vareuse, puis lentement toujours, avec des précautions, il est allé jusqu'au rempart. Il a regardé les étoiles, le ciel en était plein. Orion lançait des flèches, les étoiles du petit triangle semblaient liées par des pointillés. On aurait dit une figure sur un livre de géométrie. Le glaive d'Orion montrait le sud. Ensuite, l'homme est rentré comme il était sorti. La pièce doit être dallée, j'ai entendu rouler son casque. Maintenant, je sais où il loge. Je n'accepterai pas de me laisser distraire.
je trouverai le chemin de la pièce, c'est à lui que je parlerai. Voilà, La maison du joueur de flûte d'Alexandre Vialat, et dans l'exemplaire de bouquiniste que j'ai acheté, il y avait des billets de l'Opéra Bastille, d'une représentation du Faust à l'Opéra Bastille en 1994. Ça ne nous rajeunit pas, je les garde précieusement. Je ne suis pas un fétichiste de la bouquinerie, mais j'ai trouvé ça quand même assez amusant. On poursuit avec quoi? On poursuit, tiens, je ne vais pas pouvoir parler de tout aujourd'hui, et c'est pas grave. Ça, et je vais en parler, mais je ne peux pas en parler. Voilà, c'est un livre qui n'est pas encore sorti, c'est un livre qui va sortir en août aux éditions Meerkat Press, et j'attendrai donc que le livre soit sorti pour vraiment en parler, parce que je ne suis pas censé y avoir eu accès. C'est un livre de Eugene Bacon, qui est une jeune romancière, je ne sais plus si elle est néo-zélandaise ou britannique, enfin ça n'a pas grande importance, ça s'appelle Claiming Timo, et c'est un texte dont on va dire qu'il appartient en littérature de l'imaginaire, et j'ai trouvé ça très très bien, c'est pour ça qu'il faudra en reparler, mais je le signale juste pour l'instant. Claiming Timo de Eugene Bacon. On peut continuer avec L'Or de Sandrars. J'ai enfin lu L'Or de Sandrars. Et pourquoi ai-je lu L'Or de Sandrars? C'est bien parce que ça fait... Alors déjà, pour tout dire, pour être très précis, j'avais lu L'Or de Sandrars quand j'étais adolescent, j'avais 13 ou 14 ans. Je me rappelle très bien, c'était dans cette collection, là, la collection de jeunesse des 1000 soleils, je crois, chez Gallimard, en bibliothèque, à la bibliothèque municipale de Dax. Et en fait, j'avais, je pense, parcouru le livre, j'avais pas compris grand-chose, ça ne m'avait pas du tout accroché. Donc on ne peut pas vraiment dire que je l'avais lu à cette époque-là, je me souviens l'avoir lu en diagonale ou ne pas l'avoir vraiment lu. Et donc là, ça fait des années et des années que mon épouse enseigne régulièrement, pas tous les ans, mais régulièrement, L'Or de Blaise de Sandrars, avec ses classes soit de seconde, soit de première, je ne sais plus bien. Cette année, je crois que c'est avec une classe de première. Et donc, eh bien, depuis le temps qu'elle m'en parle, qu'on en reparle un petit peu, qu'on en discute, et comme moi j'ai lu beaucoup aussi de livres de Sandrars, je me disais, bah, quand même, c'est pas normal de ne pas l'avoir lu. Donc j'ai lu L'Or, et c'est effectivement très très bien. Il y a une structure qui est très très belle. J'ai l'impression que tous les chapitres multiples de 12 correspondent à un moment particulier, à une reprise du motif avec une sorte de pause particulière. Donc, par exemple, il faudrait regarder ça, je n'ai pas le temps de le faire, mais on regarde chapitre 12, chapitre 24, chapitre 36, chapitre 48, chapitre 60. Ce sont à chaque fois des chapitres brefs qui sont des moments de transition ou des moments de commentaires d'auteur sur la situation, voire de commentaires proleptiques sur ce qui va se passer ou ce qui va arriver au personnage principal, Sutter, bien sûr qu'on ne présente pas. Alors je ne vais pas présenter le livre de Sandrars, L'Or, si vous ne savez pas du tout de quoi il est question. Le mythe de Sutter, ce fameux Sutter avec 2 T que Sandrars renarrativise et fictionnalise avec un seul T. Bon, ben, vous allez sur Google, vous faites 2-3 recherches et vous vous en sortirez très bien. Voilà, et donc c'est vraiment très très bien. Il y a toute cette structure extrêmement nerveuse en chapitres courts, avec des vraies alternances aussi de voix, de point de vue, des alternances aussi entre tous les éléments d'affabulation dont on sait qu'ils sont le propre de Sandrars, à savoir que Sandrars ne cesse de mêler des éléments qui sont des éléments factuels, qui sont des éléments biographiques, historiques, et puis des éléments qui sont des modifications, par exemple la façon dont de manière assez mélodramatique il fait mourir la femme de Sutter au moment où elle arrive en Californie, alors qu'en fait on sait très bien que la femme de Sutter lui a survécu et lui a même survécu de nombreuses années, donc elle est morte beaucoup plus tard que Sandrars ne l'a fait mourir. Donc il y a des éléments comme ça, puis des éléments qui permettent aussi à Sandrars de développer un mythe et de développer aussi toute une forme d'antithèse entre la Suisse protestante paroissiale des villages très enfermés dans une forme d'ancien monde, et puis ce nouveau monde qui est une espèce de monde de sauvagerie et de possibilités infinies, qui est celui que décrit Sandrars. Avec d'ailleurs des antithèses historiques assez curieuses aussi entre l'établissement des pères franciscains en Californie qui semble avoir créé au début du 19e siècle, si l'on en croit Sandrars, une sorte d'Eldorado dans lequel finalement tout le monde est heureux et tout le monde travaille à une cause commune et où le pays a prospéré, où les franciscains ont fait prospérer les terres, et puis par opposition les Mexicains qui sont arrivés, qui ont tout ravagé, qui ont tout détruit et qui n'arrivent à rien faire fonctionner en Californie. Donc il y a des éléments, on va dire, voilà, qui sont quand même de l'ordre, qui sont quasiment de l'ordre du suprémacisme, peut-être même religieux, ce qui est assez étonnant, mais enfin voilà. Donc c'est un livre très parlant
qui stimule quand même beaucoup de réactions, et qui est surtout, bien sûr, comme toujours, très bien écrit. Chapitre 42. C'est par un beau soir californien. On a traversé tout le jour les cultures abandonnées de l'Ermitage. Depuis le départ de Fort Sutter, on n'a pas rencontré âme qui vive. Ce beau domaine envahi par les herbes et les surgeons de la forêt est plus tragique que la brousse des montagnes. Maintenant, on découvre la gentilhommière silencieuse. La petite troupe fait halte. Aux cris gutturaux de Sawa, l'indienne, un chien répond lugubrement. Puis deux Indiens sortent de la maison qui font de nombreux signes des bras. Le cortège avance jusque dans la cour et l'on décharge la litière. « Maman, 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 regarde, nous sommes arrivés, papa va venir. » Sawa prétend qu'il est prévenu. Anna Sutter ouvre les yeux. Elle regarde tout grand cet immense ciel vide, cette terre étrangère, cette végétation folle et cette grande maison qu'elle ne connaît pas. Un homme sort de la maison, un vieillard. Anna Sutter s'est à moitié redressée, elle crie « Johan !» Immédiatement après, elle râle. Des choses molles remplissent son pauvre cerveau de pauvre femme. Tout tourne, des clartés et des ombres. Un grand bruit d'eau remplit sa pauvre tête. Elle entend des cris et sa mémoire a un sursaut. Elle se souvient d'un tas de choses et tout à coup elle entend distinctement la bonne voix de Jean Marché le forgeron qui lui fait des recommandations pour son maître. Alors elle répète humblement, elle murmure et le vieux Sutter, qui s'est précipité au chevet de sa femme, l'entend murmurer « Maître ». Voilà, c'est le chapitre 42. Enfin, c'est pas le chapitre 42, c'est la section 42 parce que c'est découpé en chapitres qui sont eux-mêmes redécoupés en sous-sections. La structure du livre en elle-même déjà est tout un poème, allez-je dire. Il y a tout qui va se casser la figure. C'est pas grave, on va y arriver. De quoi je parle ensuite? Alors, écoutez, The World Beyond Your Head de Matthew Crawford, un essai qui a été traduit en français, qui m'a d'ailleurs été conseillé par quelqu'un qui l'a lu en français, et je remercie beaucoup mon ami Facebook de me l'avoir signalé, même si j'ai été très déçu par ce livre. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé lire, et c'est un livre dont j'ai été très content qu'il me déçoive en instance. Enfin, je veux dire, voilà, c'était important. Je ne sais pas exactement à quel moment ce livre ne va pas finalement retravailler en moi, et je vais me rendre compte qu'il était finalement beaucoup moins décevant qu'il n'y paraissait. Alors, Matthew Crawford, The World Beyond Your Head, How to Flourish in an Age of Distraction. Je suis trop fatigué, et ça fait trop longtemps maintenant que je parle dans cette vidéo, pour prétendre même vous résumer l'argumentation et l'ensemble du propos de Matthew Crawford. Mais globalement, il part d'un principe, d'une observation un peu générale, qui est le fait que, globalement, les êtres humains, actuellement, ont tendance à être dans un état de distraction permanente, et que c'est même un des objectifs du capitalisme de nous maintenir dans un état de distraction permanente, dans un état bien sûr de désirer en permanence quelque chose de différent, mais surtout d'être sans arrêt sollicité par la publicité, par le numérique, par des innovations technologiques. Et donc, lui, il reprend tout ce principe-là en sous-titrant « How to flourish in an age of distraction », c'est-à-dire comment est-ce que l'on peut s'épanouir, comment est-ce que l'on peut c'est littéralement fleurir, hein, flourish, comment est-ce que l'on peut s'épanouir à une époque qui prône la distraction comme le mode principal. Alors il ne se réfère pas du tout au divertissement pascalien, ce qui aurait pu être un point d'accès. C'est un vrai livre de philosophie. Ce qui, moi, m'a profondément déçu, c'est que c'est deux choses finalement. La première, c'est qu'il part d'un très grand nombre d'exemples concrets, qui sont des exemples finalement très américain, middle class, upper middle class. Donc c'est vraiment un livre qui va être lisible par des gens qui appartiennent aux classes intellectuelles ou aux classes aisées, principalement des démocraties occidentales, mais plus précisément même des États-Unis. Donc il y a plein de choses qui ne correspondent pas. Quand il dit que de nos jours, tout le monde, je sais pas, fait ceci ou cela en allant dans telle grande chaîne de magasins, non, je suis désolé. Quand il parle du fait qu'on voyage tous plusieurs fois par an en avion, non, c'est pas vrai. Moi, j'ai fait 3 voyages en avion au cours des 15 dernières années, donc il y a plein de gens qui ne prennent pas beaucoup l'avion. Voilà, donc il y a des choses comme ça. Donc il y a déjà ce premier élément qui est qu'il tire, en soi, ça n'est pas gênant, sauf qu'il en fait un universel. Il universalise ça. Il
prend prétexte de ça pour en faire un principe général. Bon. Donc ça, déjà, il y a cet élément-là. Alors, le deuxième élément qui, moi, me gêne et qui me gêne beaucoup plus, c'est que le livre part dans tous les sens. Alors ça, c'est quand même assez ironique, parce que c'est un livre qui cherche à s'attaquer à l'idée même de distraction, à l'idée même de butinage, au fait qu'il faut se recentrer, un de ces grands arguments, et c'est visiblement une des lignes de force de ses autres livres aussi, à Matthew Crawford, c'est se recentrer sur des activités qui sont des activités matérielles, des activités de la main, des activités manuelles, c'est-à-dire reprendre pied avec une écologie de ses relations personnelles et interpersonnelles, mais aussi avec une écologie de son propre corps et de la relation de son corps dans le monde. Et bizarrement, en fait, ce livre qui cherche à proposer des solutions contre la distraction, contre l'éparpillement, est lui-même totalement éparpillé dans son argumentation, à savoir que finalement tous les chapitres partent, moi je trouve, dans tous les sens. Donc c'est surtout ça qui m'a déçu. Donc c'est les deux raisons pour lesquelles ce livre m'a déçu. Je manque de temps parce que l'image va couper, mais voilà, c'est un peu le problème que j'ai avec ce livre-là. Je le conseille néanmoins, renseignez-vous, Matthew Crawford, The World Beyond Your Head. Et on termine avec 3 livres, un dont je ne vais pas parler en détail aujourd'hui, mais je le signale comme vraiment conseil d'achat, Les Lettres de Lémurie. C'est le numéro 2, et Les Lettres de Lémurie. Si vous allez chercher dans Je range mon bureau, dans la déjà longue liste de vidéos, vous trouverez un numéro spécial, une vidéo spéciale Lettres de Lémurie numéro 1. C'était, je pense, la vidéo numéro 18, enfin c'était il y a un an à peu près. Voilà, et donc bientôt il y aura une vidéo spéciale, Je range mon bureau, Lettres de Lémurie numéro 2. Mais je vous conseille d'ores et déjà d'aller sur le site des éditions Dodovol, de regarder un peu, c'est toujours un objet vraiment très très beau, et dans la présentation des textes, et dans la maquette, et dans le format, c'est un format tout à fait étonnant. J'aurai l'occasion d'en reparler parce que là, voilà, je manquerai de temps, j'ai presque envie de parler de tous les textes et de tous les écrivains qui sont rassemblés là-dedans. Lettres de Lémurie, moi je trouve que c'est un des projets de revue les plus excitants intellectuellement de notre époque, et voilà, donc il faut vraiment aller acheter ça. Lettres de Lémurie, c'est dérisoire, c'est 20 €, c'est une revue magnifique, ça fait presque 200 pages, c'est des grands formats, c'est beau, il y a des inédits vraiment stimulants. Lettres de Lémurie, allez vous procurer ça, j'aurai l'occasion d'en reparler. Et puis les 2 derniers livres dont je veux parler, rien à voir l'un avec l'autre, Andrea Dworkin, Ice and Fire, et puis le dernier, Lobo Antunes, traduit en français aux éditions Christian Bourgois. Je commence par Andrea Dworkin, et Andrea Dworkin, je vais faire un petit clin d'œil à Azélie Fayol de la chaîne Un Grain de Lettres. Abonnez-vous à Un Grain de Lettres, c'est toujours passionnant, parce que récemment, elle avait consacré une vidéo à un des essais d'Andrea Dworkin, et on avait échangé, parce que moi, Andrea Dworkin, je ne la connaissais que par ce livre-là, que j'ai relu du coup, et je m'en rappelais mal, en fait, je me rappelais vraiment très très mal ce livre, et j'étais très content de le relire à cette occasion-là. Et c'est un livre absolument phénoménal, en fait, du point de vue de la manière dont les épisodes sont reliés les uns aux autres, la manière dont il utilise les répétitions dans l'écriture, de la manière dont il utilise les thématiques du corps violenté et du corps violentant, enfin de l'écriture même de la violence. C'est vraiment très très beau. Et bien sûr, pour tout ce qui est l'écriture d'un féminisme qui n'est pas un féminisme d'accommodement, elle le dit, elle l'écrit à plusieurs reprises. Tiens, je tombe dessus, ça tombe bien, page 110. Coitus is punishment, I'm a feminist, not the fun kind. Et donc voilà, Andrea Dworkin, c'est quelqu'un qui, dans ce livre, qui est un texte de fiction, dans lequel on ne sait jamais vraiment si c'est autobiographique ou pas, parce qu'elle s'amuse comment dire, à perdre les repères ou à effacer les repères, dans ce livre-là, elle représente en tout cas quelqu'un qui dit « je » et qui, dans un des chapitres centraux du livre, dit « I'm a feminist, not the fun kind ». Je suis féministe, pas du genre marrant. C'est-à-dire, voilà, c'est une féministe de combat, une féministe dérangeante. Et le livre est très dérangeant. C'est un livre de 1986, je ne l'ai pas dit, donc Ice and Fire de Andrea Dworkin. Je crois que ça n'est pas traduit en français. Et je pense très honnêtement qu'un certain nombre de maisons d'édition, notamment des maisons d'édition féministes, devraient aller regarder ça de près, parce que c'est un texte qui n'a pas pris une ride en plus, parce que parfois il peut y avoir certains textes féministes, notamment moi je trouve des années 60-70, qui ont pu plus ou moins bien vieillir. Ça n'est pas propre au féminisme d'ailleurs, c'est lié à un très grand nombre de dimensions
on va dire, rhétorique de cette période-là. Il y a un très grand nombre de textes, on va dire, idéologiques ou programmatiques, ou qui reposaient sur un substrat programmatique ou théorique de ces années-là, 60-70, qui n'ont pas bien vieilli. Mais ça n'est pas du tout le cas de Ice and Fire, qui est un très beau texte de fiction et d'écriture. C'est vraiment magnifique du point de vue de l'écriture. On sent qu'il y a derrière toute une sorte de libération par notamment Walt Whitman, etc. Enfin, il y a tout ce côté-là dans l'écriture. Il y a, moi je ne peux pas m'empêcher de lire presque à chaque page des échos à Gertrude Stein. Et c'est vraiment très très beau. Je vais lire un extrait. Vous aurez une idée du type d'écriture. I had to sit at a desk, turn on electric lights, refer to many different and highly important books, pace, sharpen pencils, change typewriter ribbons, make drafts, take notes, make phone calls in meaningful and purposeful ways with dignity and skill, physically inside, certainly inside. That old woman I would soon be always outside sat right near me. I could smell her savage skin, the mixture of sweat and ice, fear and filth. I already had her sores on my feet and a bitterness in my heart. I knew her. I was her already, carefully concealing it, waiting for the events between this moment and later when I would be her. My grey hair would hang from the dirty saliva in my mouth, and I would push along some silly belongings. Books, no doubt, and some writings, and maybe a frazzled cat on a leash, because otherwise I would be desperately lonely. Between us, this old woman and me, there was just this sweet sleeping boy, a giant of pale beauty and barely conceivable kindness. He was at least slightly between her and me, and all my rush to despair was moderated by this small quiet miracle of our time together on earth. There was nothing perfect in it, but it was gentle. For me, the kindest love in a life of being loved too much. I sat in the typing chair, warmed by watching him sleep, that foreign sleep of peace. I watched him and I believed in his peace and his rest. What was impossible he made real. And then his eyes fluttered open, and with so many different sounds in his voice, the whole range of calling and wanting, he called me, said my name, reached out, and I walked over and touched his hand, and he said, "You're home," and he asked what was wrong. And I raged, I bellowed, I howled, I was delirious with pain, I was shrill with humiliation, I was desperate with accusation and paranoid, but defensible prophecy and acrid recrimination against what would happen to me. To me, the insufferable editor, the arrogance, the terms of the agreement, my fury, my rage, my memory of my life as a woman, nearly keening in anguish, I told him about the cafe, the literature, the obsessed man, the kiss. "You've done it before," he said quietly, and went back to sleep. Donc ce passage, qu'il faudrait que je contextualise pour vraiment qu'on comprenne quelles sont les violences subies par le jeu écrivaine ici, et les résolutions qu'elle propose, et la violence même que du coup elle retransmet et qu'elle médit dans son écriture. Voilà, ce texte qu'il faudrait que je recontextualise, en fait, montre aussi la manière dont elle s'approprie le temps de l'écriture, et la manière dont finalement tout lui devient étranger. Et donc il y a de l'ironie et de la distance face à l'homme dont elle est censée être amoureuse et dont elle s'aperçoit à l'issue d'ailleurs de cette scène que finalement il lui est étrange et qu'ils ne peuvent pas s'entendre. Mais il y a aussi de la distance vis-à-vis d'elle-même, et du coup tout ce passage très très drôle dans lequel elle s'imagine déjà en vieille femme, et où elle s'auto-parodie en vieille féministe. Et donc il y a toute cette distanciation qui est produite par l'écriture, et qui est vraiment très belle. Ce qui fait que le livre, en fait, est à la fois un livre d'expérimentation, un livre de bilan, un livre d'expérience, c'est-à-dire non seulement d'expérimentation dans l'écriture, mais aussi de relation des expériences, de récit des expériences de l'enfance à la vie d'adulte, et d'autonomisation en tant qu'écrivaine. Mais c'est aussi un livre qui projette un certain nombre de possibilités, un certain nombre de solutions dans le rejet même de ce qui ne fonctionne pas, ou de ce qui est
politiquement inacceptable. Donc c'est vraiment un livre très très fort, hein. Ice and Fire de Andrea Dworkin, et je ne l'ai pas dit, mais c'est bien marqué a novel. Donc c'est considéré comme un roman, c'est à considérer comme un roman, et c'est un texte vraiment très très beau. Je termine avec une pile qui va décidément s'effondrer, mais elle est hors champ, donc vous ne voyez pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que j'ai des livres de formats différents dans tout ce dont je viens de parler. Je les ai mis au fur et à mesure que je voulais présenter les uns après les autres. Et du coup, comme les formats ne correspondent pas, eh bien, il se passe des choses un peu délicates avec les tout petits livres qui supportent des livres plus gros. Donc je ne sais pas très très bien si je vais finir cette vidéo sans entendre un énorme patatras. Et finir cette vidéo, eh bien, je vais le faire avec, je le disais, le tout dernier livre de Antonio Lobo Antunes, Jusqu'à ce que les pierres deviennent plus douces que l'eau, traduit du portugais comme tous les derniers par Dominique Nedelec, qui est désormais le traducteur attitré ou la traductrice attitrée, je ne sais pas, Dominique, prénom mixte, j'ai aucune idée. Et je vous cite, juste pour faire le malin, le titre original en portugais, publié en 2017 au Portugal, Até que as pedras se tornem mais slaves que de água. Et donc, ce livre, c'est le dernier livre paru de Lobo Antunes. Alors Lobo Antunes, ça fait bientôt 30 ans que je le lis, non pas 30 ans quand même, j'exagère, ça fait une bonne vingtaine d'années que je le lis, je n'ai pas tout lu, et je n'ai pas tout lu dans l'ordre chronologique, mais depuis 20 ans, je n'en ai raté aucun. Plus exactement, je n'ai raté aucun des romans, j'ai laissé passer certains des livres de chroniques, mais je n'ai vraiment raté aucun des romans, et je les ai vraiment lus au fur et à mesure qu'ils paraissaient. Récemment, il y a 2 ou 3 ans, il y a eu un entretien dans la presse française, il y a eu une série d'entretiens dans la presse française, et Lobo Antunes disait qu'il n'écrirait plus de romans, qu'il avait écrit son dernier livre, et donc le temps que ces derniers livres soient traduits en français, on savait qu'a priori il n'y avait plus que 2 ou 3 livres de lui à paraître. À cette occasion-là, je m'étais dit que ça serait l'occasion, du coup, de rattraper mon retard et de revenir au début, de lire les livres de lui que je n'avais pas lus. Et donc j'avais commencé par le premier, le Cul de Judas, qui m'a un petit peu déçu, qui contient en germe un très grand nombre d'éléments obsessionnels et répétitifs de l'œuvre de Lobo Antunes, mais qui, stylistiquement, narrativement, n'est pas aussi magistral, aussi achevé que tous les grands romans qu'il a écrits depuis les années 90. Donc, à cette occasion-là, je m'étais dit que c'était une bonne idée de revenir au début, puisqu'il n'allait plus publier de livres. Et j'ai l'impression qu'en fait, il a recommencé à écrire. Je n'ai pas du tout suivi ce qui se passe, mais il me semble que depuis que j'ai lu cet article il y a 3 ou 4 ans, 2 ou 3 ans, il en est sorti trop. Voilà, il sort tous les ans un Lobo Antunes, et je pense que ça ne correspond pas réellement à ce qui avait été annoncé. Donc c'est à vérifier, mais je pense que Lobo Antunes n'a pas arrêté d'écrire ou a recommencé à publier des livres. Et celui-là, donc publié en 2017, absolument impossible à résumer, comme toujours les livres de Lobo Antunes, si ce n'est que le dénouement est annoncé dès le début par une voix extérieure à l'action. Il y a un premier chapitre très court, de 2 pages, qui n'est pas numéroté. Puis ensuite, il y a 23 chapitres qui font tous environ 22 à 24 pages, et qui sont à chaque fois une seule phrase. Ça, c'est un des principes structurants de l'œuvre de Lobo Antunes, maintenant depuis une bonne dizaine de livres. Des chapitres d'une vingtaine de pages, alors dans certains livres ça va être plutôt 18, 19, là c'est visiblement entre 22 et 24, je n'ai pas compté précisément, je ne sais pas s'il y a un nombre de signes ou un nombre de mots précis, ça ne me surprendrait pas que ça soit le cas. Donc 23 chapitres qui sont pris en charge par des voix, par des narrateurs différents, qui sont tous des personnages principaux de l'histoire, principalement le fils, le père, la mère, et pour un chapitre au moins la sœur. Je disais que le dénouement est annoncé dès le début. Ce premier chapitre de 2 pages, très très court, ma mère était leur cousine germaine, je veux dire la cousine germaine du père. Ce personnage, qui est donc un personnage de la famille, mais qu'on ne voit pas dans le reste du livre, annonce ce qui va se passer, et qui est le dénouement probable ou attendu du livre. À savoir que, alors je disais, on ne peut pas résumer le livre. Un livre de Lobo Antunes, ça ne se résume pas, parce que tout est dans l'écriture déjà, tout est dans la récurrence des motifs, tout est dans les fantasmes, tout est dans les projections, tout est dans les souvenirs qu'un certain nombre de personnages ont de telle ou telle phrase qui a été prononcée à tel ou tel moment. Donc tout ça, ça ne se résume pas. En même temps, ça peut se résumer relativement simplement. Je vais essayer. Dans un village à moitié à l'abandon, pas loin de Lisbonne, une famille se retrouve, comme chaque année, pour la cérémonie de la tue-cochon. Ou du tue-cochon. Moi je dis tue-cochon au masculin, apparemment là, c'est au féminin, peu importe. Pour la tue-cochon. Le livre dure 3 jours, ça correspond aux 3 jours
entre l'arrivée dans le village des différents membres de la famille et le jour même où l'on tue le cochon. Ça dure 3 jours, déjà 3 jours, on a tout un côté un petit peu la passion du Christ, le calvaire, la montée au calvaire, la résurrection, etc. Donc il y a tout ce contexte-là qui est en permanence en dessous. Donc je reviens à résumer l'intrigue. Qui sont ces gens? Quelle est cette famille? Un père et son épouse, donc il y a un couple d'une 60aine, 70 ans peut-être. Elle a un cancer, et le cancer lui est présenté par le médecin comme une maladie des reins, et donc les pierres du titre, ce sont les pierres des calculs rénaux. On lui a dit, voilà, on va vous donner un traitement qui vont dissoudre les pierres, qui vont dissoudre vos calculs rénaux, comme si c'était de l'eau. Et donc c'est le motif récurrent de ce cancer qui est un cancer caché. Voilà. Donc ça c'est... Donc on a les parents. Le mari, lui, c'est un ancien de l'Angola. Et en Angola, il a vu un certain nombre de choses absolument épouvantables. Il y a un très grand nombre de descriptions de massacres, en fait, c'est vraiment horrible. Et il a lui-même massacré un très grand nombre d'Africains lors de la guerre d'indépendance en Angola dans les années 70. Et il est revenu d'Angola avec un petit noir, avec un enfant noir qui est, tout au long du roman, décrit comme le nègre, avec un nombre incalculable de clichés racistes qui sont colportés à l'intérieur même du roman par un certain nombre de personnages du roman. Donc, j'en reviens, c'est très très dur à résumer, vous voyez, je suis sans arrêt en train de m'interrompre. La tue cochon, 3 jours, dans un village à moitié à l'abandon, pas loin de Lisbonne. Les parents, le père, ancien soldat en Angola, ancien sous-lieutenant en Angola, hanté par tous les massacres qu'il a vus et tous les massacres que lui-même a perpétrés, son épouse qui est en train de mourir d'un cancer, et qui sont les enfants? Eh bien les enfants, eh bien c'est le fils adoptif, l'Africain, avec lequel il est revenu d'Angola, avec lequel le père est revenu d'Angola, et la sœur qui est devenue quasiment muette, ou qui ne parle quasiment plus jamais, depuis de nombreuses années, sans que l'on comprenne pourquoi. La sœur, elle, est la fille biologique de ces gens. Donc il y a une fille biologique et un fils adoptif. Et quand je vous disais qu'en fait, le dénouement est annoncé dès le début, il est annoncé dès le début, c'est que, en fait, lors de la tue cochon, le fils, noir, va tuer son père, va égorger son père, en même temps qu'il égorge le cochon. Ou juste après, juste avant, on ne sait pas très bien. Voilà, ça c'est et en fait, dès le début, le lecteur sait ce qui va se passer. À l'occasion d'une tue cochon, dans un village, un fils d'une 35, 40 ans, d'une quarantaine d'années, va égorger son père lors de la tue cochon. Et tout le roman est évidemment ailleurs, tout le roman est dans les souvenirs, dans les traumatismes, dans l'explication de ça, et le fait que le fils ne cesse de dire qu'il va tuer son père et qu'il égorge son père, et qu'au moment où il s'apprête à le faire, il voudrait s'empêcher de le faire, il demande à son père de s'en aller, il voudrait ne pas le faire, mais il le fait en aimant son père. Et donc il y a toute cette espèce de délire complet qui est que finalement, il ne peut pas faire autrement que d'égorger son père adoptif, tout en ne voulant pas le faire. Voilà, donc ça c'est pour vous donner un petit peu une idée du dispositif narratif et de l'histoire qu'il y a derrière. Alors bien sûr, ça, c'est quoi? Ça va être évidemment une dénonciation du racisme ordinaire, ça va être une dénonciation de tout ce qui s'est passé en Angola, et donc c'est pour le coup, hein, pour Lobo Antunes, l'occasion de reprendre pour une énième fois la question de la responsabilité coloniale du Portugal en Angola, de ce que le Portugal a demandé aux Portugais enrôlés de faire, et le fait que tout le monde s'est retrouvé embrigadé là-dedans. Et ce que l'on comprend aussi, c'est que la raison pour laquelle le fils adoptif finit par égorger son père adoptif, c'est parce que, en fait, c'est le père adoptif qui a tué ses parents. Et donc voilà, il y a l'image récurrente d'une femme qui lui donnait le sein et dont les bras et les oreilles sont tranchés, d'un père qui est massacré lui aussi, etc. Voilà, donc il y a tout cet élément-là aussi qui est présent. Alors il faudrait que je prenne le temps de lire des extraits pour vous donner à entendre un petit peu l'écriture même de Lobo Antunes. On manque de temps parce que je suis déjà sur ma 3e vidéo de 20 minutes et on est bientôt à la fin. Donc je vais m'arrêter là, mais peut-être que dans la prochaine vidéo, je prendrai quand même 2 minutes pour revenir sur ce livre de Lobo Antunes et vous en lire des extraits. Alors j'ai conscience d'avoir été
passablement confus, mais ça n'est pas très grave. Si ça vous ennuie, vous zappez. Si ça va pas assez vite, vous choisissez la lecture x1,5 ou x1,75, ça marche très très bien. Vous avez dans les paramètres de YouTube en dessous, vous pouvez faire une lecture accélérée. Et je crois que pour ces vidéos, ça permet de, comme ça, d'entendre en une demi-heure mes élucubrations quand je n'ai pas réussi à parler moins d'une heure. Voilà, c'était Lobo Antunes chez Christian Bourgois, jusqu'à ce que les pierres deviennent plus douces que l'eau. Traduction de Dominique Nédélec. Allez, à la prochaine. Il faut que je fasse le montage maintenant.